Grève sur le chemin de l'école. En mai dernier, le président Emmanuel Macron annonçait l'acte 2 de l'école inclusive. 12 mesures arrêtées devraient être mises en place au cours de l'année scolaire 2023-2024. Selon le gouvernement, l'école inclusive vise à assurer une scolarisation de qualité pour tous les élèves, de la maternelle au lycée, à la prise en compte de leur singularité et de leurs besoins éducatifs particuliers. Mais aujourd'hui, les syndicats alertent et lancent un appel à la grève le 25 janvier 2024. Steph Gaudin, co-secrétaire départemental du SNUDIFO 53 et Fabien Aurin, secrétaire départemental de la Fédération Force ouvrière des syndicats de l'éducation nationale, nous expliquent le constat qu'ils tirent sur le terrain de la mise en place de l'école inclusive. La sonnette d'alarme semble être aujourd'hui pour tout le pays. On est aujourd'hui dans une situation qu'on va qualifier de catastrophique, on pèse nos mots. Si parfois effectivement il y a des réussites, il ne s'agit pas de poser le débat pour ou contre l'inclusion, mais l'inclusion scolaire aujourd'hui, c'est ne pas prendre en compte les besoins réels de nos élèves en termes de soins. Savoir qu'il y a beaucoup trop d'élèves dans le département de la Mayenne, mais aussi partout en France, qui ont des besoins de soins, qui devraient être scolarisés dans des structures sociales ou médico-sociales et qui ne le sont pas. Et donc par défaut sont scolarisés en milieu ordinaire, voire totalement déscolarisés. Et ça génère énormément de souffrance, tant pour ces élèves que pour les personnels, les enseignants, les AESH, mais aussi les personnels administratifs, mais aussi les parents et aussi les autres élèves. Déjà, il faut savoir que c'est un véritable parcours du combattant pour les familles, pour les parents, pour faire reconnaître et ensuite pour faire appliquer l'orientation de la maison départementale de l'autonomie. Mais ensuite, concrètement, quand on force cette inclusion, on a des exemples trop nombreux, malheureusement, d'enfants qui sont là, scolarisés par défaut en milieu ordinaire, qu'on va isoler parce que ils sont en souffrance parfois dans les classes, parce que on ne prend pas en compte leurs besoins en termes de soins, parce que parfois cette situation va générer des crises de violence par la souffrance que vivent ces enfants-là, et ces crises peuvent mettre à mal évidemment l'enfant concerné en premier lieu, mais aussi les personnels de l'éducation nationale. On a beaucoup trop de situations comme celle-ci où nos collègues craquent, où nos collègues souffrent. Ce sont des jets de chaises, ce sont parfois des insultes, ce sont parfois des coups, des excès de violence qui sont liés à la situation de souffrance dans laquelle se trouvent ces enfants. Et donc vous craignez la suppression des structures telles que les IME, les ITEP ? Ah mais rien n'est caché, tout est prévu. L'article 53 justement de l'acte 2 de l'école inclusive prévoit dans son carnet de route la suppression des établissements spécialisés. Du reste, c'est une pression aussi de l'ONU qui voudrait que tout soit fermé. En l'occurrence, moi je voudrais aussi revenir sur l'opposition des mots entre l'inclusif et l'inclusion. On est tous pour que la société et donc son école soit inclusive. En l'occurrence, ce qui se passe actuellement, c'est une inclusion qui est, dans certains cas, malheureusement de plus en plus nombreux, une inclusion qui est forcée. Qui est forcée pourquoi ? Parce que l'école n'est pas encore prête à accueillir tous ces jeunes qui, on le répète, ont parfois besoin de soins, ont besoin d'un accompagnement éducatif que l'État français n'est pas en mesure de leur dispenser. Est-ce que vous avez des chiffres concernant notre département ? On a des chiffres alors qui varient puisque ce sont des flux d'élèves, malheureusement, c'est malheureux de parler comme ça. On a des élèves qui sont notifiés par la MDA, la maison départementale de l'autonomie, qui sont notifiés pour être accueillis dans des structures du médico-social car ils ont des besoins thérapeutiques, ils ont des besoins éducatifs. Mais ces élèves n'ont pas de place. En Mayenne, on estime à une grosse centaine d'enfants qui sont en attente d'une place dans soit un IME, donc un institut médico-éducatif, soit un ITEP qui concerne les élèves avec des problèmes de comportement assez graves. Ces listes d'attente donnent lieu à des temps qui dépassent largement les 2 ans, qui atteignent même les 3 ans. Donc l'État ne pouvant pas accueillir ces élèves et ces jeunes dans les structures dont ils ont besoin, ces élèves se retrouvent dans les classes, toutes du milieu ordinaire, mais sans aucun moyen, ou en tout cas avec des moyens qui sont assez pauvres concernant leur accompagnement. Et alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour ces jeunes qui ne bénéficient pas de l'accompagnement nécessaire ? À partir du moment où ces jeunes ont une notification
Je vous rappelle que les notifications, c'est quand même des notifications qui sont émises par des professionnels, par des spécialistes. À partir du moment où un accompagnement a été notifié à un jeune et que cet accompagnement ne se met pas en place, forcément, c'est inéluctable. Les troubles ne peuvent pas, à minimum, se résorber. Et bien entendu, dans la plupart du temps, finissent par empirer. Et on arrive forcément à des situations où le jeune, pendant 3, 4, 5 ou même plusieurs années, n'a pas eu l'accompagnement nécessaire. Et donc, on arrive à des situations qui peuvent effectivement être catastrophiques pour ces jeunes. Et alors, vous nous parliez d'enfants qui ne pouvaient pas être pris en charge par l'école ordinaire ni par une institution spécialisée. Qu'est-ce qu'il se passe pour ces familles-là ? Malheureusement, comme le système, notamment éducation nationale, faillit dans l'accompagnement puisqu'on ne se donne pas les moyens nécessaires, on a abouti à des situations extrêmes qui amènent parfois l'administration à déscolariser certains élèves, ce qui d'ailleurs nous montre que quand on essaye d'organiser une éducation inclusive sans s'en donner les moyens, on aboutit à un paradoxe qui est justement l'exclusion de certains jeunes. Et effectivement, quand ces jeunes ne peuvent plus être acceptés à l'école, car elle n'est pas en mesure de les accompagner, on se retrouve effectivement dans des situations familiales dramatiques, puisque certains parents, pour pouvoir être avec leur enfant, sont obligés d'arrêter de travailler. Donc aujourd'hui, vous faites un appel à la grève pour la journée du 25 janvier. Quelles sont les revendications précises de cette journée ? Alors cet appel à la grève s'organise au niveau national. Les remontées de tous les départements font état des mêmes constats, que l'on soit ici en Mayenne ou qu'on soit dans le Massif central ou dans la région parisienne. Les revendications, elles sont déjà dans un premier temps de stopper l'hémorragie tout simplement. Il n'y a eu aucune création de places dans les établissements sociaux et médico-sociaux depuis bon nombre d'années. Et bien au contraire, l'acte 2 de l'école inclusive prévoit de les fermer. Nous, on dit stop, on dit non, on a encore besoin de ces établissements. L'école inclusive ne peut pas se faire sans des personnels que l'on appelle des AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Ces personnels sont des personnels malheureusement précaires. Elles ont souvent des temps partiels imposés avec un salaire qui est vraiment dérisoire par rapport à leur mission. Donc une des revendications premières pour nous, et qui serait juste un moindre mal, ça serait déjà qu'on puisse reconnaître leur métier, que l'on puisse avoir des professionnels épanouis et donc permettre un meilleur recrutement des AESH qui manquent cruellement dans nos classes. Un vrai statut et un vrai salaire. Avant même les revendications que vous portez aujourd'hui, il y avait déjà des classes surchargées qui continuent d'être surchargées. Ce dont vous nous parlez aujourd'hui s'ajoute aux problèmes déjà existants. Eh bien, là encore, c'est un paradoxe de l'État. On voudrait rendre une école inclusive, donc capable d'accueillir tout le monde, mais on a un taux d'encadrement qui augmente avec des classes qui sont de plus en plus surchargées. Donc où est l'inclusif ? Et alors vous nous avez parlé de la situation des professeurs stagiaires qui envisageraient déjà de quitter la profession. C'est une situation générale. Bien évidemment que l'inclusion scolaire, ça vient ajouter en tout cas à la dégradation de nos conditions de travail. Et effectivement, aujourd'hui en Mayenne, on a un quart des professeurs des écoles stagiaires qui ont démissionné ou en tout cas qui envisagent de le faire. Là, c'est les chiffres que nous avons. Conditions dégradées de par l'absence de reconnaissance. Mon camarade parlait des AESH qui n'ont pas de statut, qui sont très précaires. On a parmi les pays de l'OCDE les salaires les plus bas pour ce qui concerne les enseignants. On n'a aucune perspective d'augmentation de salaire à part des mesures de saupoudrage et effectivement des effectifs dans les classes qui sont toujours aussi chargés avec cette gestion de l'inclusion à tout prix, à marche forcée. Donc effectivement, c'est un métier qui devient de plus en plus difficile. Et on voit encore aujourd'hui que les concours ne font pas le plein, si je puis dire. Donc c'est un réel souci après, en termes d'égalité des droits, en termes d'égalité d'accès à l'école publique pour tous les enfants, qu'on soit en situation de handicap ou non d'ailleurs. Donc si je reviens sur le sujet de l'inclusion, l'égalité des droits, c'est permettre aussi à chaque enfant, en fonction de ses besoins, d'être accueilli, d'être scolarisé, y compris si ça doit être dans une structure du médico-social pour répondre à ses besoins de soins, pour qu'il puisse ensuite, comme tous les autres enfants, s'émanciper, comme tout le monde peut prétendre à cette émancipation. C'est la République qui doit garantir cela. Et c'est pour ça que nous avons pris cette initiative
de faire savoir largement ce qui se passe dans les écoles, d'aller au ministère à Paris le 25 janvier. Dans l'unité la plus large, il y aura aussi des personnels soignants, des personnels de la pédopsychiatrie, il y aura des parents d'élèves, et vraiment aller faire entendre nos voix là-dessus pour que ça cesse, pour mettre un coup d'arrêt à cette politique de l'inclusion à tout prix, pour stopper aussi l'acte 2 de l'école inclusive qui a été annoncé par M. Macron au mois de juin et qui prévoit ni plus ni moins la liquidation de ces structures spécialisées, la fusion des AESH avec les AED, les surveillants dans les collèges et lycées, et qui prévoit aussi la mise en place des PASS, des pôles d'appui à la scolarisation, qui vont vraiment aller encore plus loin dans la mutualisation de l'accompagnement des élèves. On est pour l'éducation inclusive à chaque fois que c'est possible. En revanche, on est aussi très attaché à un enseignement spécialisé à chaque fois que cela s'avère nécessaire.